C'est une époque où la vie est très villageoise et l'électricité n'est pas encore parvenue dans tous les foyers. L'Internet n'existe pas, les gens se regardent beaucoup et le qu'en dira-t-on est très présent. Léa Comin, artiste visuelle guadeloupéenne, française. Je vis et travaille en Guadeloupe après un passage de 23 ans à Paris. Donc je viens d'une famille d'exploitants agricoles de Saint-François. Une enfance avec un papa qui travaille dans les usines à sucre à l'époque, à Sainte-Marthe et à Courcelles. Et une maman qui élève ses 5 enfants dont je suis l'aînée. Suite à la mort de mon frère, de mon grand frère Alexandre. Mes parents sont issus de communautés différentes. Malgré l'amour qu'il y a entre deux êtres, il y a le poids des sociétés différentes et le regard que l'on a à ce moment-là, les uns sur les autres et le fait qu'on ne soit pas forcément libre de ses sentiments ou de ses inclinaisons. C'est le lieu où il y a 2 cimetières distincts, l'un pour la communauté indienne et l'autre pour les descendants d'Africains. La seule commune peut-être de Guadeloupe où on a 2 cimetières justifiés par le fait qu'au départ on ne mélangeait pas les communautés. Et cela même dans la mort. Ce qui s'explique apparemment par le fait que les communautés indiennes et africaines, à la base, de par la survivance des pratiques et des rites religieux, avaient donc des pratiques différentes. Et il y a le problème donc de la perception du corps noir, mais là, pas comme on l'entend toujours par rapport au corps blanc. Là, c'est le corps noir parmi d'autres corps noirs. Et donc des différences infimes de colorisme, de phénotypes différents. Donc là, en l'occurrence, un nez trop épaté et donc le sobriquet de Malabac à Montgerrat sans sel d'un côté et de l'autre gros nez, etc. Choses qui peuvent paraître insignifiantes aujourd'hui, mais qui, en phase initiatique, en phase d'adolescence, est pris très très au sérieux. Et ce sont encore des formes de discrimination qu'on penserait être d'un autre âge aujourd'hui, mais qui perdurent et que l'on rencontre fréquemment dans les cours de récréation et au sein des familles même. Donc en fait, répondre au mépris, aux railleries, au sarcasme par l'ironie. Et l'ironie va être un outil privilégié dans mon expression artistique. La dérision dans l'art par rapport à une situation absurde. Donc je viens au monde donc dans une atmosphère assez lourde. Déjà au niveau régional, c'est quelques années après qu'a eu lieu la grande éruption de la Soufrière, donc en 1976. Je suis très jeune donc à cette date-là. Donc c'est une atmosphère lourde dans tous les sens du terme. On craint beaucoup, on a l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Moi, mon frère aîné ne survit pas, donc je viens après un bébé mâle. À l'époque, il n'y a pas d'échographie, donc c'est un peu la surprise quand un enfant naît au niveau du sexe. Et c'est l'époque où il y a l'adage qu'une fille, c'est un nid de serpent, enfin ça présage de mauvaises choses. En tout cas, on a sans doute plus besoin de bras que de potentielles porteuses de vie, donc rajoutées à la misère. Et du coup, pendant longtemps, la féminité chez moi va être niée et même
la venue des règles, ça va être, enfin, la venue des règles va être largement différée parce que le corps a cette propension-là à s'adapter au psychique et il y a une volonté de faire en sorte que l'on oublie cet état naturel de la féminité. Il a été question pendant longtemps que je n'aille pas à l'école. On m'a dit que ça se faisait à l'époque, que les filles première-nées devaient servir d'aidante à la maison. Donc c'est un projet que ma mère va déjouer et je vais pouvoir aller à l'école. Parler français était un problème chez ma grand-mère qui pensait qu'on voulait nous faire parler français pour qu'on ne se comprenne pas en fait, pour qu'elle nous comprenne pas. Toutes ces petites choses ont l'air chouin, enfin voilà la fille qui se plaint, mais c'est constitutif d'une histoire et tout cela recèle sans doute les velléités déjà très jeunes, la nécessité en tout cas d'avoir une expression, un exutoire, un défouloir et dans une société où les enfants avaient très peu droit à la parole, où on recevait beaucoup mais où il n'y avait pas de véritable échange, c'est obéis et tais-toi. L'expression personnelle, artistique est à ce moment-là une nécessité incontournable, quelle qu'elle soit, écrite ou dessinée. Ces confessions intimes pourraient limite faire baptiser ta chaîne le divan de Samuel, tant il est vrai que de se pencher sur son background permet de finalement verbaliser des mots longtemps tus. Et qui finalement transpire beaucoup dans ce que je réinjecte dans mon travail. Ce sont des choses, une réalité sociologique à l'époque où les féminicides sont nombreux et la maltraitance des femmes c'est quelque chose de quotidien que j'ai vécu, en plus des corvées réservées aux enfants, la maltraitance des animaux. C'est un tableau peut-être un peu sombre que je dépeins, mais qui est réel et qui est vécu. Et en dehors de tout cela, il y avait une grande créativité chez les enfants à cette époque-là, une grande résistance. En dehors de cela, je pense avoir eu une enfance tout à fait heureuse. Tout ce qui me constitue en termes d'héritage historique, culturel, etc., de mon genre également, va être injecté dans mon travail, mais pas sous forme de documentation réelle, quoique des fois je vais vraiment faire intervenir des objets réels du passé ou qui témoignent. Dans une création hybride, tout est possible, tout est envisageable et tout peut être invité. Mais il y a une façon de dépasser ce réel hérité ou vécu par l'imagination, par l'onirisme, par le lyrisme et par la volonté d'en faire quelque chose de beau et en tout cas quelque chose d'érectile, quelque chose d'inspirant. Ce n'est absolument pas retranscrire la réalité comme le ferait un récit réaliste. L'art qui m'intéresse, le cinéma qui m'émeut, ça va être le cinéma naturaliste. J'ai toujours été préoccupée par les conditions de vie difficiles, des classes sociales, mais aussi des groupes de personnes, on va dire désavantagées, que ce soit par leur genre, leurs origines, leurs inclinaisons. C'est une façon de dénoncer l'importance du contexte social, historique, familial, sur l'évolution de l'individu. Et cela m'intéresse en dehors du contexte, juste en tant que genre humain.
il est vrai que ce travail-là me tient d'autant plus à cœur que notre région recèle de nombreuses lacunes concernant nos petits récits. Dénoncer ce manque de récits singuliers, c'est réparer par l'appropriation des récits qui nous sont propres, c'est élaborer de multitudes de petits récits plus inclusifs et en cela corriger en fait tous ces trous, combler tous ces trous dans les manuels, dans le récit général académique. Cette certitude qu'il faut à tout prix collecter et sauvegarder les petits récits singuliers, parce que justement, là, il s'agit de ça. La part amérindienne de ma grand-mère n'aura d'autres certitudes que l'héritage oral, la légende familiale qu'on se transmet de génération en génération. Et donc, c'est pour moi, enfin, c'est la démonstration qu'il faut à tout prix sauvegarder les mémoires encore existantes. Et j'ai dans ma pratique artistique qui est très ouverte aux porosités en toutes sortes, donc il y a beaucoup de rencontres et ces rencontres-là font également partie du travail. C'est donc une pratique heuristique qui trouve parfois et beaucoup de dialogue avec notamment ceux qui recèlent la mémoire non écrite, donc les anciens, les plus anciens d'entre nous que j'ai la chance encore de côtoyer. Donc à l'école, je suis une enfant, on va dire, très réservée, mais qui a un don précoce pour le dessin. C'est naturellement que tout le monde vient à moi pour me confier le cahier de catéchisme que j'illustre. Pareil dans les cours de poésie. Donc c'est une enfance où il y a une petite popularité, on va dire, parce que j'ai ce don-là. Mais sinon, toujours très réservée. Avec une bonne dose de rébellion, il en fallait. C'est l'époque où les jeunes filles lisaient les Nous deux, les Harlequins, restaient à la maison et rêvaient d'avoir des enfants, enfin en tout cas dans ma campagne, et j'avais envie de tout sauf de cela. Je vais vouloir faire tellement de choses pour m'extirper de cette condition. C'est l'ambivalence, c'est cette ambiguïté-là aussi d'être de discrétion et en même temps, et c'est dans la vie en général également de prendre des chemins pas forcément conventionnels. Dans les années 80, c'était l'émergence des radios indépendantes, des radios libres. Et à l'époque, je me rappelle avoir expérimenté le réseau social, parce que chaque mercredi, il y avait le top 40 sur Radio Bis. Et j'envoyais un dessin et donc l'animateur reprenait mon dessin en direct à l'antenne et le commentait. Et il y avait déjà comme ça une certaine interactivité et une façon de promouvoir mon travail à l'époque qui n'était peut-être pas digne de grands intérêts, c'était juste des portraits, mais voilà, il y a ça. Le courrier de Radio Bis, je crois qu'on va faire un gros bisou à Chantal. Chantal qui fait 5%. Ah oui, c'est des merveilleux dessins. Toutes les semaines, un super dessin. C'est vraiment extraordinaire. Alors, mais en fait, il y a un problème de la couleur à ce moment-là. Les personnages que je dessine sont blancs. Même quand il y a un autoportrait, comme ici, la couleur noire, bah, elle n'est pas là.
Voilà, quand je vais dessiner des gens, ça va être un phénotype bien particulier. Quand je dessine des gens de mon entourage, c'est avec une carnation où le noir n'apparaît pas. Donc, voilà, il y a un problème de visibilité à l'époque. Très peu d'acteurs noirs à la télé, pas d'animateurs noirs, sinon Jean-Pierre Sturm un peu plus tard. Et là, donc ça arrive. Ça arrive donc avec un début d'observation et de prise en compte aussi des gens plus modestes et pas juste les gens que j'admire pour leur aisance financière, matérielle et leur liberté d'action comme dans le surf, etc. Donc là, un regard sur le quotidien, sur les gens, sur les femmes battues, sur les femmes éreintées de travail, sur les femmes, voilà, des femmes qui pleurent. Donc c'est les années 80 jusqu'à 89. Et puis à l'époque, on a les catalogues La Redoute. Et c'est un peu nos seuls, on va dire, enfin, des rares choses que l'on reçoit de l'extérieur. Donc, pas mal de séries comme ça, voilà, où on a l'influence des catalogues. Mais bon, là, la couleur noire est présente dans la carnation. Donc, la couleur qui arrive. Et donc, cette couleur noire, je pense que je ne vais plus trop m'en départir. Enfin, ça va faire partie de mon identité visuelle, plastique. Donc ça va commencer avec l'invitation de la terre en tant que pigment dans mon travail. Donc là, c'est toute une série de tests avec des terres différentes, de différentes teintes, donc ramassées en basse terre, où on a la chance d'avoir des pigments naturels très divers, ça part du jaune, l'ocre jaune au rouge. Voilà, donc additionné à du caparol, ça va être un pigment pour moi. Je ne sais plus si c'était par manque de moyens. Je me rappelle avoir peint avec des plumes de coq. Donc encore des scènes un peu doudouistes réalisées cependant avec de la terre, où il y a du collage. Oh, une dissertation art plastique avec Monsieur Sicard, donc première A3. L'écriture d'une enfant, en fait, très correcte, très disciplinée. Nous sommes les enfants des années 80, donc qui n'ont pas trop droit à la parole, qui écoutent. Je disais que j'étais très proche de mes grands-parents et qu'il y avait un échange, mais en fait, l'échange était unidirectionnel. Enfin, ils donnaient, on recevait, on écoutait. Mais on avait très peu droit à la parole. C'est peut-être pour ça que finalement mon expression passe par le dessin à ce moment-là. Une femme assise et le monsieur nu tient un crucifix. La croix est très présente dans mon travail, et c'est sans doute plus important que je ne le pense. Mais la religion a fait beaucoup de mal. La religion a fait beaucoup de mal et ça se ressent dans mon travail. Ayant rejeté toute chose religieuse, si ce n'est juste le souvenir parfois plaisant que je garde des moments où on allait à la messe, de certaines cérémonies religieuses. Si ce n'est ça, j'ai tout rejeté. Mais ça reste très présent parce que la religion était très présente dans notre famille, dans l'enfance, les bondieuseries, le bain des marais, le bain à la baie Olive en début d'année, etc. Donc la religion est très présente et le mal que ça a fait, que ça nous a fait, au fil des générations, hein, bien sûr. Le soleil m'emmerde, donc une façon aussi de casser ce doudouisme auquel je n'ai pas échappé hein, dans mon travail du début. Donc, la section A3, donc avec Monsieur Sicard et quelques illustres camarades qui sont devenus des grands artistes.
tels Anno, Stonko et bien d'autres. Outre le fait qu'il y ait eu beaucoup d'artistes sortis de cette promo, je me rappellerai du voyage effectué à Saint-Jean-de-Luz lors du festival Foxasen, où nous avions créé des décors et des spectacles. C'était ma première fois en France et un très bon souvenir de camaraderie, de créativité et d'interdisciplinarité. Il y avait autant des musiciens, des chanteurs de A3 Bainbridge que des comédiens. Nous avons proposé une pièce de théâtre au festival à Saint-Jean-de-Luz et ça a été réitéré à notre retour au Centre des Arts. Donc après le bac, je vais choisir donc la filière qui n'existe pas en Guadeloupe à l'époque. Et j'ai mon jeune frère qui est atteint d'un glaucome et donc qui est envoyé très tôt, donc à l'âge de 2 mois, à Bordeaux. C'est ainsi que quand j'obtiens mon bac, mon frère est encore là-bas. Donc je fais une demande pour Aix-en-Provence et finalement c'est la Sorbonne qui répond. Le truc c'est qu'à l'époque on laisse pas partir une fille comme ça et donc mes parents, suite aussi au cyclone Hugo où ils n'ont tous les deux plus de travail. Déjà mon père parce que les usines à sucre ont fermé dans les années 80. Ma mère avait réussi à obtenir et à convaincre mon père de la laisser travailler à la librairie antillaise à Pointe-à-Pitre. Mais celle-ci va fermer suite au cyclone. Donc on se retrouve donc tous à partir à Paris, alors qu'au départ c'était moi qui obtenais mon bac, qui devais m'en aller, m'émanciper. Avant de partir, j'avais réalisé un logo pour la mairie de Saint-François, pour l'association sportive et culturelle, l'OMCSL. Donc j'étais déjà là-dedans, mais j'avoue que j'ai choisi la branche pour pouvoir fuir mon avenir domestique tout tracé. Et donc Paris, la Sorbonne, je choisis donc l'option cinéma. Avant de partir aux études à Paris, je vois le film La rue Cazenègre et je me dis mais c'est ça. Il m'a toujours semblé qu'il y avait un manque dans les récits, dans les manuels scolaires, dans les livres de lecture qu'on avait enfant. Donc il y a toujours eu cette envie de nous raconter, ce temps qui passe, puisqu'étant confronté très tôt, très jeune à la mort, il me semble que j'ai toujours eu cette gravité-là et cette conscience de notre finitude et des choses qui nous échappent. Donc il y a toujours eu cette envie de retenir certaines choses et donc par faire trace, par le dessin, par l'écriture aussi. J'ai eu des velléités d'écriture pendant très longtemps. Ce n'est peut-être pas terminé, mais j'ai un peu moins de temps aujourd'hui à me consacrer à l'écriture, quoique le travail d'artiste, c'est une bonne dose d'écrit. Donc je travaille en parallèle de mes études et je peux me payer ma première caméra en 90. Et je suis inscrite également en licence de cinéma à la Sorbonne. Je réalise mon premier film en Super 8 et avec Stéphane Marty. Et il y a Michel Journiac qui vient de temps en temps lui prêter main forte. Et c'est sous la houlette de ces deux personnages que je découvre le cinéma expérimental et leur film La Cité des Neuf Portes et bien d'autres. C'est un sacré choc pour moi, un véritable choc, puisque ce sont des profs, mais qui sont eux-mêmes artistes et pas des moindres, et aussi des artistes qui évoluent, enfin qui sévissent dans des courants pas forcément les plus
les plus édulcorés, on va dire, de l'art contemporain à l'époque. Donc c'est des artistes du body art, de l'art corporel. Et, euh, et c'est un sacré choc pour la jeune fille, on va dire même petite fille à l'époque, parce que nous étions tellement peu émancipés, tellement peu libres de nos faits et gestes en Guadeloupe, que quand j'arrive à Paris, je suis encore la petite fille. C'est un monde qui s'ouvre, c'est Beaubourg. Beaubourg, c'est ma seconde maison. Les MK2, le cinéma expérimental et le cinéma d'auteur. Et, euh, pour moi, la Guadeloupe, c'est loin. Les grands-parents, évidemment, manquent, mais j'y suis totalement. Et mes préoccupations sont vraiment autres. Je suis vraiment dans la ville. Je suis dans Paris. C'est les sweet 80s, la loi de Vaquet, Malik Oussekine un peu avant, les réformes. C'est la suite de Génération Sida, c'est la jeunesse maltraitée, le sida mental d'un certain homme politique, les manifs à la Sorbonne. Et oui, j'ai de très bons souvenirs et je m'étais dit que si je restais sur Paris, j'y reviendrais pour y suivre des cours en auditeur libre. C'est quelque chose que j'adorais, que de m'asseoir en amphi et d'écouter pendant 4 heures les cours d'histoire de l'art. Donc je fais mes études émaillées de petites expos à la bibliothèque de Bagneux, à la médiathèque de Montrouge, à la galerie sud à Bagneux, des expos, des petites expos collectives. Mais le besoin d'avoir une activité alimentaire. Donc, je prépare le CAPES et à l'IUFM Molitor. Et je pense que mes parents se séparent un peu à ce moment-là. Donc cette séparation des parents aussi va faire l'objet sur le moment et plus tard, notamment quand je reviens en Guadeloupe et que je suis invitée par Stéphanie Mélon-Rénette au Festival Cris de Femmes à réfléchir sur certaines thématiques, notamment la potomitan, le corps territoire, les violences, etc. Donc cette émancipation-là de la potomitan, je l'aurais vécu en fait dans l'intimité du couple de mes parents. Voilà, donc ma vie est comme ça intrinsèquement liée à mes réflexions et à mon travail. Je relierai ma démarche à celle de Paula Rigaud pour le côté onirique dans son travail, le côté intime et en même temps cruel dans les scènes qu'elle dépeint. Il y a également Alice Neal que j'ai découvert récemment. Pour son côté, engagé auprès des personnes les plus vulnérables, son engagement et sa peinture très, très incarnée, où on sent le liquide séminal, où on sent les fluides, où on sent mon travail est comme cela aussi, très, très charnel, très... on ressent le liquide séminal, on ressent le vomi, le sang, la sueur, l'avortement. Il y a tout ça, les accidents de la vie, les fêlures et tout cela, pas dans une attitude victimaire ou de lamentation. C'est plus dans la veine de ce que raconte Georges Didier Huberman quand il parle de peuple en larmes, peuple en armes. C'est en fait une émotion salutaire, c'est l'émotion qui provoque la motion. Donc mon travail est comme ça émaillé de mon vécu, qui n'est pas si simple, et imparable en fait. Je pense que quand l'on crée,
on crée à son corps défendant, on crée avec sa propre matière première. Et il y a cette histoire que je vis, et il y a en plus celle héritée, qui n'est pas simple non plus, avec les récits des grands-parents. Et en fait, il y a une continuité en fait dans l'émotion chez moi, de l'émotion héritée, enfin de cette charge héritée que je vais décrire aussi dans l'œuvre de 4 mètres, Paquetage, qui symbolise toutes les charges que l'on se trimballe, tous les baluchons. Donc c'est une œuvre sur une croix de 4 mètres, et elle est lestée de plusieurs baluchons et de plusieurs objets différents, jusqu'à se terminer par des chaînes, des fers, qui en fait finalement la lestent au sol, lestent cette croix au sol. Et en fait ma production artistique toutes ces années-là a toujours été là, mais très peu montrée, très peu exposée. C'était aussi l'économie de moyens un peu forcée par le contexte géographique, enfin le lieu où j'habitais déjà. Travailler dans sa chambre de coloc. Donc aussi les techniques employées se conformaient au lieu d'habitation. Donc beaucoup de vidéos, beaucoup d'infographies, d'écriture, de la peinture également à l'huile. J'ai beaucoup sniffé la térébenthine dans des lieux clos. Ce qui m'emmène aussi au travail que je fais actuellement, suite au travail sur le corps de mon père, que j'ai découvert finalement exposé à différents produits phytosanitaires, différents perturbateurs endocriniens, qui auraient amplifié cette prédisposition qu'il avait à la naissance pour l'amylose, enfin qui est une maladie génétique. Donc je fais ce lien aussi avec l'exposition de nos corps d'artistes à ces différents perturbateurs endocriniens. Dans le travail intitulé Tala Pekekule Konsifeyamade, c'est en fait une installation vidéo, et où pour faire un glissement entre le travail installationniste à corps perdu, esthétique du corps d'Hécati, où on a un corps sur un lit tout blanc, avec un oreiller, et donc ce corps qui se résume qu'à la tête, puisque c'est ce qui reste quand le corps est annihilé par manque de dénutrie et par manque d'exercice. Le corps disparaît en fait sous les draps. Donc il restait plus que le visage de mon père, qui, une fois qu'il s'en est allé, a été auréolé de fleurs dans cette installation. Et donc là, il y a de nouveau un lit avec une projection de mon propre corps un peu contorsionné. Et il y a également un drap fait ce coup-ci de feuilles de banane cousues entre elles et bombées à la peinture blanche pour y apporter la clarté nécessaire à la projection. C'est ainsi que m'est venue l'idée de faire le lien entre les perturbateurs endocriniens auxquels mon père a été soumis pendant toute sa vie professionnelle, et l'exposition que moi je subis également depuis les années appart, les années coloc,
où on manipule les vernis, vernicole, peinture, fixateurs, les solvants, les biocides. Que la noblesse de notre activité ne nous fasse oublier l'exposition à ces produits toxiques.